Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo sur le jeu de la guerre de l'anneau, deuxième édition publiée par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, on va faire la revue de ce que le jeu appelle les characters, c'est-à-dire les compagnons et les minions, qui sont pas mal tous, si vous êtes familier avec l'histoire, des personnages célèbres dans votre imaginaire. Alors, ces personnages-là, évidemment, ne sont pas laissés au hasard, ils ont leur propre carte avec leurs propres habilités, souvent uniques. Donc, on va passer à travers tout ça ensemble. Si vous êtes familier avec le jeu, c'est peut-être votre premier vidéo. Si oui, je vous souhaite la bienvenue dans ce vidéo-là. En plus de réviser ces cartes-là ensemble, là, inévitablement, on va parler un petit peu de stratégie ensemble. Fait que ça peut vous donner des idées pour votre prochaine game. La façon que j'ai séparé ça, on a ici les 7 compagnons qui débutent la partie dans la communauté de l'anneau. On a ici les deux versions améliorées, si on veut, là, respectivement, de Grandpa et de Gandalf le Gris, que le Free People's Player peut amener en jeu là, via des conditions spéciales qu'on va voir. La carte quand même des compagnons, des porteurs de l'anneau en fait, la carte de Gollum et les 3 minions qui sont disponibles au Shadow Player. Alors sans plus tarder, allons-y avec notre bon ami Gandalf le Gris. Gandalf le Gris qui est le guide entre guillemets par défaut de la communauté de l'anneau. C'est lui qui commence la partie comme guide. Ceci dit, dès le début de la game, après avoir pigé vos 2 premières cartes, vous allez passer à travers la phase de fellowship, là, ceux qui sont familiers avec la séquence de jeu ou qui ont écouté une vidéo à ce sujet. Alors, vous êtes en mesure de changer le guide de la communauté. Rappelez-vous, par exemple, que vous êtes restreint par la hiérarchie des compagnons qui se trouvent toujours dans la communauté. Fait qu'au début de la game, vous ne pouvez qu'assigner soit Gandalf le Gris ou Grandpa comme guide de la communauté, parce que c'est les deux seuls compagnons de niveau 3 qui se trouvent dans la communauté de l'anneau. Mais on va voir, là, chacun a son habileté unique comme guide de la compagnie, puis vous pourriez essayer une stratégie ou une autre avec, avec chacun d'entre eux. Là. Petit rappel avant qu'on embraye là, sur l'anatomie d'une carte là, de compagnon. Là. Fait qu'en haut à droite, vous avez ici sa valeur, son niveau, justement, comme on parlait à l'instant. Là. Ça sert à plusieurs choses. Bon, la fameuse hiérarchie là, à l'intérieur de la communauté de l'anneau, je viens d'en parler. C'est aussi le nombre de régions que ce compagnon-là peut se déplacer lorsqu'il est séparé de la communauté, là, puis qu'on le déplace sur le board. Et c'est aussi le nombre de points de dommage que ce compagnon-là peut absorber suite à une traque de l'anneau, s'il est sacrifié intentionnellement ou involontairement. C'est le nombre de points de dommage de la traque de l'anneau que le compagnon va absorber pour protéger, dans le fond, là, les porteurs de l'anneau. Alors, quand même une valeur assez importante. Et en dessous, vous avez sa valeur de leadership, qui est 1 la grande majorité du temps, là, sauf exception. Là. C'est le nombre, je rappelle que c'est le nombre de dés de combat qui vont pouvoir être rebrassés grâce à ce compagnon-là. Là. Fait que si Gandalf le Gris accompagne une armée des peuples libres, il fournit 1 de valeur de leadership, ça veut dire que cette armée-là, quand elle attaque ou elle se défend, elle va pouvoir rebrasser un de ses dés de combat grâce à la valeur de leadership de Gandalf le Gris. Et en bas à droite, rappelez-vous ce petit symbole-là, il s'agit des nations laquelle ou lesquelles le compagnon a de l'influence. Alors, dans le cas de Gandalf le Gris, là, c'est pas évident, là, mais c'est un symbole universel qui inclut toutes les nations des peuples libres. Ça veut dire que Gandalf le Gris a le pouvoir de brasser chacune de ces 5 nations-là. Essentiellement, si jamais il termine son mouvement dans une cité ou une forteresse des peuples libres, n'importe laquelle, il va activer cette nation-là si elle ne l'est pas déjà. Là. Donc, il va venir flipper son marker ici du côté bleu sur la traque politique, ce qui va vous permettre là, d'amener cette nation-là en guerre parce qu'elle a été réveillée là, par l'influence de Gandalf le Gris. Dans la partie du haut, là, c'est quand même rappelé que vous avez le mot guide. En gras, vous avez le symbole de l'anneau. Là, vous ne devriez pas vous tromper. Là. Dans la partie du haut, c'est l'habileté du compagnon qui est active uniquement s'il est le guide de la communauté de l'anneau. Alors même s'il fait partie de la communauté de l'anneau, s'il n'en est pas le guide, vous ne pouvez pas utiliser cette portion-là. Alors, typiquement, dans le jeu physique, on va garder à ce moment-là la carte face down dans le deck ici là, de la communauté de l'anneau, là, mais on n'a pas accès à ces habiletés-là, à moins que la personne soit le guide.
Alors, parlons de Gandalf le Gris maintenant, plus en détail. Son habilité de guide est vraiment intéressante, là. À chaque fois que vous utilisez un dé d'action événement pour jouer une carte de votre main, donc la fameuse boule de cristal, chaque fois que vous utilisez ça pour jouer une carte de votre main, vous pouvez immédiatement piger un événement du même type ou du même deck, si on veut, là, que l'événement que vous venez de jouer. Fait que si vous jouez une carte Character avec la boule de cristal, vous pigez une carte Character. Si vous jouez une carte Stratégie, vous allez piger une carte Stratégie. Alors, essentiellement, tant que Gandalf le Gris est le guide de la communauté, là, euh, jouer des cartes de votre main via une boule de cristal, là, c'est votre main se re-remplit automatiquement. Alors, c'est très intéressant pour passer à travers ces cartes rapidement, trouver les cartes qui vous intéressent, entre autres pour pourchasser les fameuses cartes character, là, les 4 cartes qui viennent mettre en jeu là, ces fameuses tuiles spéciales-là. C'est très intéressant là, parce que je rappelle que le Free People's Player a quand même moins de dés d'action à sa disposition, là, alors de passer à travers les cartes de son deck, là, c'est quand même plus difficile, là. Mais tant qu'on vit avec Gandalf le Gris comme guide, là, il y a ça qui est très intéressant. Donc, deux petits twists par rapport à ça. Je rappelle là, que vous pouvez jouer aussi un dé character pour jouer une carte comme ça. Et vous pouvez jouer un dé muster ou army pour venir jouer une carte de ce deck-là, dépendamment c'est quoi le symbole qui est en haut à droite de la carte. Alors, si vous faites ça, l'habilité de Gandalf ne trigue pas, là. Donc, c'est vraiment quand vous utilisez là, un dé d'action événement pour faire ça. Donc, c'est la boule de cristal spécifiquement. Mais deuxième chose que je veux dire, rappelez-vous que le fameux Will of the West que vous avez sur les dés d'action, quand vous décidez de l'utiliser comme Joker, ça dit que vous pouvez le changer pour devenir un dé de votre choix. Alors à ce moment-là, si vous voulez jouer une carte de votre main, vous allez changer le Will of the West pour une boule de cristal. Vous allez utiliser la boule de cristal et là, l'habilité de Gandalf va triguer. Donc, on peut dire qu'on peut utiliser l'habilité de Gandalf sur 2 faces de dés, la vraie boule de cristal et le Will of the West, si on décide de le remplacer par une boule de cristal. Très intéressant, là, ça va vous permettre de garder une main de carte qui a de l'allure, là. Au début, là, on part un peu dans la boue, là, puis dans la vase, là, on part avec juste 2 cartes qui sont très précieuses, puis on hésite à les jouer, là. Quand on a Gandalf le gris comme guide, là, on se sent un peu moins coupable. Donc, ce qu'il y a en dessous ici, c'est l'habilité du compagnon là, lorsqu'il est sorti de la communauté. Alors, c'est le contraire. Si vous l'avez séparé puis il se promène sur le board, voici les habiletés que Gandalf le Gris peut utiliser. Premièrement, c'est le cas des 5 premiers personnages qu'on a ici, là. Ce sont quand même des guerriers accomplis, là, toute la gang. Donc, ça dit ici que si Gandalf est dans un combat, là, vous pouvez ajouter 1 à la force de combat de l'armée des peuples libres, jusqu'à, on le rappelle, un maximum de 5 dés de combat. Alors, Gandalf, là, au niveau de l'apport en habileté de combat, là, compte comme une unité des Free People. C'est quand même pas rien, là. C'est l'équivalent de 200 hommes ou de 500 hommes, là, je sais pas trop, tellement hot que c'est l'équivalent d'une unité. Bon, vous pouvez pas décider de l'éliminer comme une unité, mais vous comprenez le principe. S'il est présent dans un combat là, avec une armée des peuples libres, là, fait que même si vous avez seulement 4 unités dans le combat, en tant que joueur des peuples libres, vous allez quand même brasser 5 dés. Gandalf vous donne un dé de plus. Et ça, c'est en plus de son leadership. OK? Et on va voir, là, comme je disais, les 5 premiers ont cette habileté-là. Ça va aller quand même assez vite. Là. Et petit rappel ici sur la carte de Gandalf le Gris. Donc, s'il n'est plus, une fois qu'il n'est plus dans la communauté de l'anneau, Gandalf le Gris peut être remplacé par Gandalf le Blanc. Et toutes les instructions pour ça vont être mentionnées plus spécifiquement là, sur la carte de Gandalf le Blanc, à laquelle nous allons jumper aussitôt, si vous permettez. Alors, Gandalf le Blanc, même valeur, même niveau, même valeur de leadership. Ce symbole-là ici qu'on ne voyait pas là, sur la carte de Gandalf le Gris là, veut dire que quand Gandalf le Blanc est en jeu, là, le Free People's Player a un dé d'action de plus. Alors, dans une vidéo, je disais que le Free People's Player commence avec 4 dés d'action, il peut se rendre à 6 maximum. Gandalf le Blanc fournit, si on veut, là, le 5e dé ou un dé d'action additionnel. Là, c'est très, très flavorful, là, je vous avertis. Là, d'ailleurs, euh, avertissement pour tout ce vidéo-là. Là, tout ça est très, très thématique, très flavorful. Alors, si Gandalf le Gris a été éliminé, ou s'il a quitté le Fellowship,
Donc, deux possibilités. Il peut être vivant, mais il a quitté la communauté de l'anneau, ou il peut même être mort. OK? Comme dans le livre, si on veut, où on le croyait mort. Yeah, right. On le croyait mort quand il s'est battu avec le Balrog. Et il faut qu'il y ait au moins un minion du Shadow Player qui soit en jeu ou qui a été en jeu puis qui a été éliminé, ce qui est très peu fréquent, là. Donc, une fois que ces conditions-là sont en place, je rappelle ce que j'ai dit dans les autres vidéos, ça va vous prendre un dé Will of the West naturel pour amener Gandalf le Blanc en jeu. Alors, des fois, il se fait attendre, ce fameux dé-là, mais dès que les conditions sont remplies puis vous décidez de dépenser un dé Will of the West, vous pouvez amener Gandalf le Blanc en jeu. Alors, évidemment, si Gandalf le Gris est quelque part sur la map, vous le remplacez par Gandalf le Blanc. Mais si Gandalf le Gris est mort, comme dans les livres, vous pouvez faire apparaître Gandalf le Blanc soit à Fangorn, la forêt des Ents, ou dans n'importe quelle forteresse des elfes qui est toujours contrôlée par les peuples libres, même si elle est assiégée. Alors Gandalf fait quand même pas mal bodé avec les elfes, donc il apparaît soit à Fangorn ou il apparaît dans une forteresse des elfes qui est toujours contrôlée par les peuples libres. Et là, outre ces habiletés-là, d'abord, fait intéressant à mentionner, là, Gandalf le Blanc n'a plus la capacité d'ajouter un au jet de combat des joueurs de l'armée des peuples libres. Par contre, il a d'autres avantages. Shadowfax, sa fidèle monture. Alors, si Gandalf le Blanc se déplace seul ou avec un hobbit, de la place pour un hobbit sur le cheval, son niveau est considéré 4 uniquement là, pour les fins de mouvement. Donc, il peut se déplacer de 4 régions s'il se déplace seul ou avec un hobbit maximum. Mais si jamais il est en combat, vous allez définitivement préférer cette habileté-là ici au fait là, qu'il faisait juste comme ajouter un dé à la valeur de combat des peuples libres. Là. Euh, donc, si Gandalf le Blanc est dans un combat ou au début du combat, vous pouvez décider d'annuler son leadership. Donc, vous vous trouvez à cracher, entre guillemets, sur un de leadership pour annuler le leadership de tous les Nazgûl qui sont présents dans le combat, incluant le Witch King. OK, c'est un peu mongol. Disons que c'est une bonne aubaine parce qu'habituellement, le Shadow Player va concentrer ses Nazgûl dans un combat pour être capable d'avoir le plus de dés de leadership possible, surtout contre une forteresse parce que c'est très tough de pogner des 6. Alors, si vous avez Gandalf le Blanc qui est là, vous crachez sur son 1 de leadership, mais vous allez vous trouver à annuler peut-être 5 de valeur de leadership pour le Shadow Player. Alors, le Shadow Player va être pogné avec son jet de combat, that's it. C'est 5 dés de combat, c'est tout. Il n'a pas le droit à aucun reroll. Ça va l'empêcher d'utiliser aussi plein de cartes de combat, là, comme on va le voir dans d'autres vidéos plus tard. Là. Euh, c'est très bon. Là. Tant qu'à l'avoir en combat, là, puis à dire, c'est un peu là, sa dernière valse, sa dernière danse, c'est quand même très, très intéressant. C'est sûr que vu qu'il donne un dé de plus, on essaye de le couver et de le protéger, mais en fin de game surtout, là, son habileté en combat là, peut sérieusement ralentir le Shadow Player pour la prise d'une forteresse importante. Et Gandalf le Blanc aussi, évidemment, peut euh, activer tout le monde. S'il y a de quoi il est encore plus crédible que Gandalf le Gris pouvait l'être. Grand pas, donc ça c'est sa version le plus Ranger, le rôdeur si on veut, niveau 3, valeur de leadership de 1. Son habileté de guide très intéressante comme rôdeur justement, très thématique. Vous pouvez utiliser n'importe quel dé d'action pour cacher la communauté de l'anneau. Alors normalement, même pour cacher la communauté de l'anneau, ça vous prend un dé Character ou un dé Will of the West qui agit comme un Joker. Là. Mais quand Grand Pas est le guide de la communauté, là, même un dé Muster ou un dé Muster armé ou un dé Boule de cristal peut vous permettre de cacher la communauté. Alors la communauté ne restera pas cachée longtemps. Quand Grand Pas est son guide, c'est un rôdeur réussit à les cacher relativement facilement. Habilité très intéressante là, qui peut vous permettre de faire avancer là, la communauté de l'anneau pas mal plus vite. Parce que des fois, là, si la communauté de l'anneau est révélée souvent, là, ben, on brûle nos dés characters pour la cacher, puis pendant ce temps-là, elle avance pas. Là. Mais il y a une petite stratégie là, qu'on peut peut-être reparler si on fait des vidéos de stratégie là, qui s'appelle en anglais le Strider Sprint, là, le sprint de grands pas, là, où est-ce que toutes les dés d'action du Free People sont consacrés, sauf exception, là, à progresser la communauté. Là. Fait que vous utilisez les dés characters pour la faire bouger, puis vous utilisez n'importe quel autre dé
pour la cacher si jamais elle est révélée grâce à cette habileté-là. C'est aussi un capitaine de l'Ouest. Il ajoute donc en combat, il va ajouter un à la force au jet de combat de l'armée des peuples libres. Et lui également a une version améliorée. Donc s'il n'est plus dans le fellowship, il peut être couronné. Alors il peut devenir Aragorn et les instructions sont sur la carte d'en dessous, la carte d'Aragorn. À noter quand même que tant qu'il est grand pas, il ne peut influencer que le nord. Donc ça, c'est l'icône du nord sur la traque politique. Alors c'est un ranger du nord et bon, il n'est pas encore reconnu comme l'héritier d'Isildur, alors il ne peut qu'influencer que le nord. Aragorn, alors sa version mieux peignée, mieux habillée que ici. Euh, donc 3 de niveau encore. N'ajustez pas votre appareil à un des rares personnages qui a une valeur de leadership de 2. Donc, très intéressant. Il garde sa capacité capitaine de l'Ouest. Donc, essentiellement, quand Aragorn est en combat, là, il, il compte quasiment comme une unité et 2 leaders à lui seul. C'est tellement hot, là. Donc, il va vous fournir un dé de combat de plus. Il vous fournit 2 de valeur de leadership à lui seul. Il fournit un dé supplémentaire dans cette version bonifiée. Évidemment, il peut influencer tout le monde, mais souvent, il va rester au Gondor parce que pour le couronner, il faut l'amener au Gondor. Après tout, c'est l'héritier du Gondor, alors c'est très flavorful. Alors, pour être couronné, il doit se trouver, Grand Pas doit se trouver physiquement à Minas Tirith, Dol Amroth ou Pélargir. Si je tasse ces gentils messieurs-là ici temporairement. Là. Donc, Minas Tirith, Pélargir ou Dol Amroth, il s'agit des 3 settlements payants du Gondor. Là. Typiquement, ça va se faire à Minas Tirith parce que c'est ça qui est le plus proche du chemin de la communauté. Mais des fois, on va être obligé de faire ça à Dol Amroth ou à Pélargir. Donc, ce sont les 2 forteresses et la cité du Gondor. Donc, une fois qu'il est là, physiquement, même si la forteresse est assiégée, vous allez devoir utiliser un dé Will of the West naturel et vous allez remplacer à ce moment-là Grand Pas avec Aragorn. Ensuite, Boromir, Legolas et Gimli, je vais les flipper les 3 en même temps parce qu'ils sont très semblables essentiellement. Là, il y a des petites différences subtiles. Ils sont tous des compagnons de niveau 2. Ils ont tous une valeur de leadership de 1. Et ils ont tous la fameuse habileté capitaine de l'Ouest, c'est-à-dire eux autres aussi, c'est des bons guerriers. Alors, ils ajoutent 1 à la valeur de combat de l'armée des peuples libres là, quand ils se battent. La différence est au niveau, évidemment, des nations qui peuvent influencer. Alors, Boromir, c'est le Gondor, Legolas, c'est les elfes, Gimli, c'est les nains, pas trop de surprises là. Et ils ont une petite habilité spéciale qui est toute pareille, là, à part le nom qui est un peu flavorful, là. Mais essentiellement, quand ils se trouvent, eux autres, dans une cité ou une forteresse là, de la nation qui peuvent influencer, vous pouvez utiliser n'importe quel dé d'action pour avancer cette nation-là sur la traque politique. Alors, d'habitude, ça prend un dé muster pour faire avancer une nation sur la traque politique, mais supposons que Boromir est dans une cité ou une forteresse du Gondor, je pourrais prendre un dé character, je pourrais prendre un dé boule de cristal pour faire avancer là, le marqueur du Gondor sur la traque politique. Alors, non seulement je suis certain que la nation est activée, parce qu'après tout, si un de ces trois-là est à la bonne place, là, je répète, là, il va activer la nation. Mais en plus, je suis capable de la pousser en guerre beaucoup plus vite. Je suis capable de la pousser en guerre avec n'importe quel dé. Alors, tant que le compagnon là, est physiquement présent dans une forteresse ou une cité là, de la nation qui peut influencer, là, n'importe quel dé vous permet de bouger le marqueur de cette nation-là. Alors, vous allez l'amener en guerre très rapidement si c'est ce que vous désirez. Alors, le wording, le texte va changer parce que, bon, au Gondor, il y a des cités puis il y a des forteresses. Dans le cas des elfes, il n'y a que des forteresses. Alors, c'est pour ça qu'on a fait mention que d'Elven Strongholds, parce qu'il n'y a pas de cité elfe sur le jeu, tout simplement. Et dans le cas du pauvre Gimli, il n'y a qu'Erebor comme forteresse. Fait qu'on mentionne spécifiquement, le Gimli doit être à Erebor, mais, mais thématiquement, conceptuellement, là, c'est toute la même affaire, cette affaire-là. Là. C'est juste que chacune de ces nations-là, euh, il y en a qui ont des cités, il y en a qui ont des strongholds, il y en a qui ont juste un stronghold, comme dans le cas d'Erebor. Alors le texte va changer, mais on veut dire la même chose avec ces 3 affaires-là. Très intéressant pour déniaiser une nation qui se tourne les pouces et qui vit dans le déni.
Et finalement, pour les compagnons de la communauté, il nous reste nos deux braves hobbits qui sont vraiment, vraiment, vraiment des copier-coller. Alors ça, c'est le texte est identique l'un et l'autre. Alors ils ont un niveau de 1, ils ont une valeur de leadership de 1, ils peuvent influencer tout le monde, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Ce sont quand même là des hobbits chaleureux. OK, essentiellement, ils sont durs, sont durs à tuer. Ils sont bons pour s'évader, eux autres. C'est comme ça qu'on peut le voir thématiquement. Là, leurs deux habiletés servent à ça. D'abord, quand ils sont guides, donc si Mary, par exemple, est le guide de la communauté, pendant la traque de l'anneau, si le dommage est de 1 ou plus, c'est la tuile là, qui inflige du dommage à la communauté, inflige un dommage ou plus, vous pouvez décider de séparer Mary du Fellowship pour réduire le dommage de 1. Alors, ce n'est pas comme, bon, rendu là, je rappelle, si eux autres sont guides de la communauté, là, c'est qu'il ne reste que soit les deux hobbits ou un seul hobbit, là, parce que je répète, la fameuse hiérarchie, eux ne peuvent pas être guides pendant que Boromir est là, que Grandpa est là. C'est toujours faut toujours que ce soit un compagnon du plus haut niveau possible. Donc, il faut comprendre qu'une fois que les autres sont guides, là, il y aurait juste là, les porteurs de l'anneau plus Merry, Pipin, un ou l'autre, là, ou un et ou l'autre. Alors, quand ça arrive, fait que supposons que les deux sont encore là, vous servez une tuile qui vous inflige 3 de dommages. Vous vous faites traquer, vous, le Shadow Player pige une tuile qui vous inflige 3 de dommages. Rappelez-vous, normalement, vos choix de base, c'est de subir les 3 en points de corruption, éliminer le guide de la communauté pour absorber autant de dommages que son niveau, ou éliminer un personnage aléatoire, un compagnon aléatoire, encore là pour réduire le dommage de son niveau. Et le reste, après ça, vous le bouffez. Et quand vous éliminez le guide ou que vous éliminez euh, un, un compagnon comme ça, habituellement, il est out of the game. Il est mort thématiquement, là, bravement, en défendant les porteurs de l'anneau. Mais dans le cas ici là, de Mary, donc pendant la traque, si le hunt damage est 1 ou plus, c'est le cas dans mon exemple, c'était de 3, je peux décider de séparer Mary du Fellowship pour réduire le dommage de 1. Alors, séparer Mary du Fellowship, ça veut dire de suivre exactement les mêmes règles que si je venais de jouer un dé d'action Character pour séparer Mary. Ça veut dire que si concrètement là, le marqueur de progression de la communauté est ici, ben, je peux bouger Mary de 5 plus 1, je peux le bouger de 6 régions à partir de la figurine de la communauté, tout en réduisant le dommage de 1. Alors encore là, thématiquement, il s'est sauvé il y a longtemps pour empêcher, contrecarrer un plan du Shadow. Inventez-vous l'histoire que vous voulez, là, mais thématiquement, c'est ce que cette chose-là explique. Et étant donné que je viens d'utiliser cette habileté-là, ben mettons que Pipin est encore dans la communauté, Pipin devient le guide de la communauté. Et étant donné qu'il devient le guide de la communauté, lui aussi pourrait décider d'utiliser immédiatement cette habileté-là, faire essentiellement la même affaire. Vous pourriez séparer Pipin de la communauté pour réduire le dommage de 1. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'il éponge le dommage, mais il n'est pas mort pour vrai. Vous allez le séparer, vous allez l'envoyer quelque part. Puis, coudon, brave petit hobbit, il y a quand même un de valeur de leadership, va pouvoir se battre, aller joindre peut-être une armée des peuples libres, ou va pouvoir aller activer des nations qui vivent dans le déni. Alors, il y a quand même ça d'intéressant. Alors, les hobbits peuvent à la fois éponger, même s'ils épongent pas beaucoup, et quand même survivre et s'en aller ailleurs. Et c'est le même principe si jamais ils sont tués, là, éliminés, tirés au hasard. Supposons que vous dites, bon, je reçois du dommage, puis là, ben, vous voulez gambler, puis vous dites, OK, je veux pas éliminer le guide, je veux tirer un compagnon aléatoire. Ben, ce texte-là là, est à peu près la même affaire. Là. Ça dit, si Mary est éliminé pendant qu'il est dans la communauté de l'anneau, placez-le immédiatement en jeu, comme si vous veniez de le séparer du fellowship. Alors, c'est la même affaire, là. Vous allez tirer Berry. OK. Fait que là, à ce moment-là, il est éliminé, il absorbe un de dommage, vous prenez le reste en corruption. Et là, après ça, au lieu que Mary soit éliminé pour vrai, vous allez le placer quelque part comme s'il venait d'être séparé de la communauté de l'anneau. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser ça quand le fellowship est au Mordor. Là. C'est le Mordor, que si quelqu'un est séparé de là, il est complètement éliminé. Là.
Ça, par exemple, curieusement, vous pourriez l'utiliser au Mordor, sauf que, bon, il réduirait le dommage de 1. Et ensuite, là, quand ça dit de séparer Mary du Fellowship, là, ben, quand on sépare un compagnon du Fellowship pendant qu'on est au Mordor, là, il est éliminé. Donc, vous pourriez utiliser quand même son habilité de guide, là, mais là, Mary ira pas se promener quelque part dans les terres du milieu. Il est lui aussi prisonnier un peu du Mordor, puis il va mourir de faim, de froid, d'une taloche d'orque pendant qu'il est au Mordor, peu importe, là. Fait que intéressante flexibilité. Vous les gardez peut-être dans la communauté le plus longtemps possible pour les garder comme, c'est plate à dire, mais comme chair à canon potentiel pour qu'ils puissent être sortis comme étant éliminés lors d'une traque de l'anneau, aléatoirement ou quand ils sont comme guides. Puis là, à ce moment-là, là, vous allez avoir un 2 pour 1. Là. Ils vont absorber du dommage, puis en plus, vous allez les séparer et vous allez pouvoir maintenant les utiliser parce qu'ils vont être sur le plateau de jeu. Et bon, comme je disais, à la limite, là, ils servent de leader euh, dans une armée des peuples libres, vont permettre de rebrasser un dé. Fait que c'est quand même pas pire. Puis le fait qu'ils peuvent activer tout le monde aussi peut vous permettre d'aller réveiller, c'est-à-dire une nation euh, qui est menacée. La carte des porteurs de l'anneau elle-même ne fait que mentionner dès qu'il ne reste plus de compagnons dans la communauté de l'anneau, là, c'est Gollum qui devient le guide de la communauté. Vous avez quand même un petit icône ici parce que je répète, c'est rare, ben non, ça peut être utile, là, mais tu sais, si vous déclarez, c'est un peu le même principe, là, si vous déclarez la position de la communauté de l'anneau dans une cité ou une forteresse des peuples libres, elle va être activée. Alors les porteurs de l'anneau aussi ont la possibilité là, d'activer n'importe quelle nation. Donc si vous décidez là, de passer par le Rohan et le Gondor, vous pourriez faire, comme on dit, là, un pit stop à Helm's Deep, à Edoras, à Minas Tirith sur le chemin là, pour activer respectivement là, le Rohan et le Gondor. Et Gollum est une bébête spéciale. On répète ici le même texte. Dès qu'il n'y a plus de compagnons dans la communauté de l'anneau, c'est Gollum qui devient le guide. Donc, beaucoup de cartes, là, comme on va le voir, vont interagir avec Gollum positivement ou négativement, là, dépendamment de lequel de ces deux visages, est-ce Sméagol ou est-ce Gollum, qu'on va voir. Il est quand même, bon, il est quand même très intéressant, là, c'est-à-dire que bon, il connaissait quand même des petits chemins secrets, puis tout le kit, là, c'est ce qui est représenté ici. Quand il veut collaborer, il est très utile. Alors, les tuiles standards avec un chiffre qui ont une icône de reveal ne révèlent pas la communauté de l'anneau. Alors, ces deux tuiles-là ici, ces deux tuiles-là ici, cette tuile-là ici, là, donc ces cinq tuiles-là, essentiellement, là, ces cinq tuiles standards-là, là, quand elles sont pigées puis que Gollum est le guide, la communauté n'est pas révélée. Quand même nice. Et l'autre chose, c'est que peu importe la tuile qui est pigée cette fois, si la communauté de l'anneau n'a pas été révélée euh, par la tuile en question, là, vous pouvez décider de la révéler intentionnellement pour réduire le dommage de la traque de 1 jusqu'à un minimum de 0. Ça, on utilise ça quand ça commence à chauffer au Mordor. Alors, par exemple, un 3 est tiré. Et là, rappelez-vous, là, si vous êtes rendu avec Gollum, là, il n'y a, plus personne à sacrifier. Là. Il n'y a plus de compagnons à sacrifier. Là. Bye bye l'épongeage de dommages. Là. Il n'y a plus personne qui est prêt à se sacrifier pour protéger les porteurs de l'anneau. Alors, quand ça arrive au Mordor, une tuile de 3, elle ne révèle pas, par exemple, la communauté. Donc, vous pourriez décider vous-même de révéler la communauté de l'anneau, ce qui est quand même chiant parce que vous allez devoir vous cacher puis vous exposer à des mauvais événements, mais des fois, il faut ce qu'il faut. En faisant ça, vous allez réduire le dommage de 1. Alors, ce sont des moyens extrêmes et désespérés, mais des fois, là, chaque point de corruption est vraiment précieux, comme je disais dans une autre vidéo quand on arrive au Mordor. Là. Fait que malheureusement, faut en venir à ça à un moment donné, peut-être. Alors, on tourne la page sur les gentils. Maintenant, nous allons voir les trois minions du Shadow Player. Alors, Saruman qui a un niveau de 0. Là, on va voir que ça a différentes implications. Il a une valeur de leadership de 1. Bon, chaque minion
Je ne le répéterai pas à chaque carte, là, mais chaque minion du Shadow Player lui ajoute un dé. Alors il commence avec 7 dés pour se rendre jusqu'à 10 dés d'action potentiellement si ces 3 minions sont en jeu. Saruman est le plus facile de la gang à amener en jeu. Très très souvent le premier qui va être amené en jeu. Lysangar doit être en guerre. Et Hortank, évidemment, doit être toujours contrôlé par le Shadow Player. Ce qui va être le cas, oh my god, 99% du temps. Et je rappelle, c'est un petit peu plus facile le Shadow Player. Lui, c'est un dé Muster pour amener ses minions en jeu. Il y a deux faces avec un dé Muster sur ses dés, là, puis il embrasse pas mal, fait que ça devrait pas être un problème. On répète ici que Saruman ne peut jamais, jamais, jamais quitter Hortank. C'est ce que son leadership de zéro ici nous rappelle. Il ne peut pas se déplacer. Vous ne pouvez pas déplacer Saruman. Parlons de ces deux habiletés très intéressantes. Là, la voix de Saruman. Alors, tant que Hortank est sous votre contrôle et n'est pas assiégé, vous pouvez utiliser un dé d'action Muster. Dans le fond, c'est une action Muster bonifiée là, pour deux choses. Recruter un régulier dans chacun des settlements de l'Isengard. Alors, ça veut dire ici North Dunland, South Dunland et Hortank. Donc, ça devient un dé d'action qui est un muster qui est meilleur. Là, on rappelle que normalement, avec les voies naturelles, un dé d'action muster, vous pourriez recruter uniquement deux unités régulières. Là, vous pouvez en recruter trois, une dans chacun des settlements de l'Isengard. Ou à Hortank spécifiquement, vous pouvez remplacer deux unités régulières par deux unités d'élite. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire naturellement avec un dé d'action muster. Alors, très intéressant, vous pourriez remplacer deux Urukai par deux Warg. Et ça combo très bien avec sa deuxième habilité, qui dit dans le fond que toutes les unités d'élite de l'Isengard sont à la fois considérées comme des unités et des leaders. Alors, si vous avez une armée, par exemple, de 5 Warg, 5 unités d'élite de l'Isengard, ben, cette armée-là, non seulement vous fait brasser 5 dés de combat, mais vous donne aussi une valeur de leadership de 5. Alors, c'est assez incroyable, là. Les wargs fournissent à la fois un dé de combat puis un dé de leadership, là. Évidemment, à mesure que vous recevez des coups, puis vous allez être obligé de réduire ou d'éliminer des wargs, votre valeur de leadership va aussi baisser, là. Mais des fois, là, en plus, avec son super action de muster, là, vous allez garrocher sur le Rohan là, une armée, des fois, là, de 5 Urukai puis 5 wargs, là. Donc là, vous avez 10 unités, 5 de valeur de leadership, là, comme on dit, vous êtes équipé pour veiller tard, là. Alors, très intéressant. Bon, le fait qu'il ne puisse pas quitter Hortank, chose intéressante à mentionner, là, on va le mettre ici là, pour les fins de l'exercice. Alors, rappelez-vous, quand vous attaquez, vous ne déplacez pas les unités. Vous pouvez dire, par exemple, Hortank attaque les guets de Lycène. Alors, dans ce cas-là, la valeur de leadership de Saruman compte. Ok, il attaque pareil, il peut participer à l'attaque. Il ne pourra pas avancer dans les Fords of Isen même s'il y a une victoire du Shadow Player, mais il peut contribuer son leadership quand même dans les régions adjacentes. Même affaire, si jamais Hortank se fait attaquer, Saruman fournit sa valeur de leadership, même s'il est stationnaire. Si jamais Hortank se fait attaquer, Saruman évidemment peut retraiter dans sa tour. On se doute que dans la vraie vie, c'est ça qu'il ferait, là. Et ça, il a le droit, même si sa valeur de déplacement ou son niveau est de zéro, il reste à Hortank, il s'en va dans la forteresse. Et scénario complètement abracadabrant, mais c'est possible selon les règles, fait qu'on le mentionne, là. Si jamais cette armée-là ici, plutôt que de retraiter euh, entre les murs d'Ortank, si jamais cette armée-là, au bout d'une ronde de combat, décidait de retraiter ici, bien évidemment, Saruman ne retraite pas avec eux autres parce qu'il ne peut pas se déplacer, et Saruman reste tout seul à Ortank. C'est fucké, là. Mais son armée n'a pas été éliminée, alors il n'est pas éliminé lui-même. Euh, Ça pourrait être un scénario où le Shadow Player, voyant vraiment que ça sent le roussi, là, préfère retraiter justement son armée ici et laisse Saruman tout seul. Je répète que les compagnons, les minions, par défaut, s'ils sont seuls dans une région, ne peuvent pas se faire tapocher par des armées, là. Ils réussissent à se cacher, ils sont tout seuls après tout, là. Ce n'est que lorsqu'ils sont avec des armées qui sont à risque de se faire éliminer. Oh, le Witch King, ce stud. Alors, on voit ici là, la, valeur infinie de leadership, là. En fait, c'est juste pour rappeler que quand vous le déplacez, vous l'amenez n'importe où, il se téléporte essentiellement.
Comme les autres Nazgûl, par exemple, il ne peut pas décider d'aller dans une forteresse des peuples libres qui n'est pas assiégée. Alors, vous ne pouvez pas emmener le Witch King là, puis venir le parker, comme on dit, en Lorienne, tant que la Lorienne n'est pas assiégée. Là, ça, c'est off-limits au Nazgûl. Il y a une valeur de leadership de 2. Il fournit un dé de plus. Sauron doit être en guerre et au moins une autre nation des peuples libres doit être en guerre. Alors, on ne l'amène pas au début de la game. Il faut que les hostilités soient commencées pour la peine. Là. Donc, Sauron est en guerre, ça se fait vite, mais une nation des peuples libres en guerre, ça, c'est un petit peu plus long avant que ça l'arrive. Un dé d'action Monster, vous l'amenez en jeu, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle armée du Shadow qui doit inclure, par exemple, au moins une unité de Sauron. Donc, soit un orc ou un troll, là, une unité rouge. Je dis rouge dans le module vassal en vous rappelant que dans le jeu physique, toutes les figurines sont rouges. Fait que tout ça va dire une unité de Sauron, là, un orc ou un troll. Manquez pas ça ici, là, cette petite phrase-là subtile. Il faut vraiment que vous soyez prête là, à mettre en place le bulldozer du Shadow, là, parce que quand le Witch King arrive en jeu, toutes les nations des peuples libres sont activées. Donc on les flippe toutes du côté bleu. Si c'est pas déjà le cas, elles vont toutes pouvoir passer en guerre automatiquement, plus besoin d'être activées par un compagnon. Fait que c'est un pensez-y bien quand même, là, parce que vous venez d'enlever là, au Free People's Player le casse-tête d'avoir à activer ces nations-là. Assurez-vous que vos troupes sont en place, prêtes à rentrer aux différents endroits. Là. Euh, Par contre, évidemment, le dé de plus est très intéressant et my God, son habileté. Alors, si le Witch King est dans une bataille et que vous utilisez une carte de combat pendant la première ronde de la bataille, c'est un peu le miroir de l'habileté de Gandalf comme guide de la communauté. C'est l'équivalent de ça pour le Shadow Player. Là. Donc, si le Witch King est dans un combat puis vous utilisez une carte de combat pendant la première ronde de la bataille, vous pouvez piger une carte qui match encore là, la carte que vous venez de jouer. Donc, si vous avez utilisé une carte Character, vous allez piger du deck Character. Si vous avez utilisé une carte Stratégie, vous allez piger du deck Stratégie. Et ça, là, ça fait en sorte que tant que le Witch King est en jeu, là, on dirait que le Shadow Player là, a une réserve infinie de cartes de combat. Là. Il va toujours pouvoir utiliser une carte de combat dans la première round de la bataille, là, puis il va toujours pouvoir en repiger une après. Là. Ouf! Ça lui donne un gros avantage en combat. Là. Alors, si le combat dure plusieurs rounds, le Shadow Player à la deuxième round peut quand même décider de jouer une carte, mais là, à ce moment-là, l'habilité du Witch King ne va pas trigger. Fait que c'est la première ronde de la bataille seulement. Sinon, il est considéré aussi, je le rappelle, comme un Nazgûl. Alors, des cartes qui parlent, est-ce qu'un Nazgûl est en combat, puis tout ça, s'il n'y a que le Witch King, ça marche pareil. C'est le neuvième Nazgûl. Vous n'avez que 8 Nazgûl comme ça là, dans le jeu. Là. Et le Witch King, malgré qu'il a l'air à pied, là, comme ça, là, je rappelle aussi qu'il y a une valeur infinie de mouvement. Mais on le distingue sans trop de difficultés par rapport au Nazgûl ordinaire. Et finalement, la bouche de Sauron, qui arrive en jeu très tard, valeur de mouvement de 3, valeur de leadership de 2, fournit un dé de plus. Alors quand je dis qu'elle arrive très tard en jeu, là, regardez les conditions, le Fellowship doit être au Mordor, donc c'est vraiment fin de game. Ou, ce qui est aussi très fin de game, toutes les nations des peuples libres doivent être en guerre. Donc c'est un ou, là, mais les deux scénarios sont très fin de game. Là. Fellowship au Mordor, il reste rien que 5 cases avant de dunker l'anneau. Là. Puis toutes les nations des peuples libres en guerre, il y a des games qu'on voit même pas ça. Là. Il y a des games où aucune nation va être attaquée, fait que les deux camps n'auront pas la motivation cette nation-là ne sera peut-être jamais en guerre. Une fois où le Nord ne serait pas attaqué, par exemple, c'est déjà arrivé. Là, le marqueur du Nord reste ici. Là, le joueur des peuples libres n'a aucune motivation de les amener en guerre. Mais bon, quand vous avez ça, encore là, un dé d'action muster, et vous le placez dans n'importe quelle forteresse de Sauron, qui n'est pas assiégé, qui est toujours contrôlé par le Shadow Player. Et quand même, petite habilité simple mais intéressante, une fois par tour, vous pouvez utiliser un dé d'action muster comme un dé d'action armé. C'est le fun parce qu'en fin de game comme ça, là, les dés d'action muster, là, vous en avez rien à battre comme Shadow Player. Là. Rendu là, c'est plus des nouvelles troupes que ça vous prend. Là. Vous voulez attaquer. Là. Fait que de brasser là, le fameux dé, là, je vais vous le remontrer ici, là, de brasser la fameuse face
comme ça, là, qui est un muster, là, et uniquement. C'est un peu chiant, là. Il est trop tard pour amener des nouvelles troupes, là. Vous n'aurez pas le temps de les recruter puis de les faire se déplacer au bon endroit, là. Donc, d'être capable une fois par tour là, de remplacer un dé d'action muster par un dé d'action armée, là, c'est très intéressant. Ça va vous permettre de déplacer des armées ou d'attaquer des armées. C'est ce que vous voulez faire rendu en fin de game comme ça. Puis négligez pas quand même, bon, il est mobile, là, il se déplace tout seul. Quand il se déplace tout seul, il se déplace de 3 régions. Avec une armée, ben, l'armée doit suivre, fait qu'une région à la fois. Mais quand même, valeur de leadership de 2. Ceci dit, il n'est pas considéré un Nazgûl, Saruman non plus, évidemment. Fait que si vous avez des cartes qui demandent spécifiquement la présence d'un Nazgûl, ce n'est pas le cas de la bouche de Sauron. Qu'était-il? L'histoire ne le dit pas. Quelle sorte de bête était-ce cette patente-là, on va dire. Alors voilà, ça fait le tour des characters, ça fait le tour des compagnons, ça fait le tour des minions. Vous savez tout ce qu'il faut sur ces personnages légendaires et héroïques de la Terre du Milieu. Alors, manquez pas les prochaines vidéos dans la playlist où on va commencer à réviser là, les decks de cartes spécifiquement. Là, très, très flavorful encore. Là, puis on a des petits conseils de stratégie au travers. Merci.